Christian Buchet, bonsoir. Vous êtes économiste, historien de la mer et vous publiez ce beau livre, La grande histoire vue de la mer au Cherche Midi. Alors on vous a invité parce que hier, le Premier ministre, qui est très actif, a également inauguré les Assises de la mer. C'était au Havre, la ville dont il était le maire. Édouard Philippe qui a déploré que la France ne soit pas une grande puissance maritime parce qu'il fait remarquer que la France dispose du deuxième plus grand espace maritime au monde. Ça veut dire quoi, Christian Buchet, qu'on est derrière les États-Unis? Alors, depuis 1994, la France a le deuxième domaine maritime au monde, tout juste derrière les États-Unis, vous venez de le dire, loin devant l'Australie qui est en troisième position, puisqu'on a 2 millions de kilomètres carrés de plus que l'Australie. Jamais de toute notre histoire, même au plus haut de la période napoléonienne, la France n'a été aussi grande qu'elle ne l'est donc depuis 1994. Et on est mieux ventilé géographiquement que les États-Unis et l'Australie parce que eux, c'est grâce à la métropole. Nous, c'est de par l'outre-mer à 96%. Et on peut le dire, grâce à l'outre-mer, la France a un potentiel d'enfer. Le moindre petit îlot sur 300 km aux alentours, voilà, c'est à nous. Voilà, on a 200 000 marins à minima, donc vous faites la moindre île française, un périmètre à partir d'un rayon de 372 km. Notre superficie, dites-moi si j'ai faux, 11 millions de kilomètres carrés de mer. Un petit peu plus, oui. C'est 4 fois la superficie de la mer Méditerranée, donc c'est énorme. Mais à quoi ça sert toutes ces ça fait beaucoup d'eau, ça c'est certain. Ça sert à mais il y a rien. tout dans l'eau de mer. Bon, le Grenelle de la mer avait montré que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable que je qualifierais de désirable. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour tout. Et si vous voulez croire à la pause fiscale, cher Axel de Tarlet, eh bien c'est par l'utilisation de la mer. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Ça porte très mal son nom, c'est comme des terres rares. Il y a dans les téléphones portables, etc. 17 métaux stratégiques ont des noms difficiles. Aujourd'hui, la Chine exporte 92% des terres rares. Le président chinois Jinping a dit qu'il allait baisser ses exportations. Donc depuis 3 ans, on cherche partout des terres rares. Eh bien, figurez-vous que dans le domaine maritime français, au large de la Polynésie, pour faire clair, eh bien, la France serait potentiellement détentrice de 18% des terres rares mondiales. Mais vu qu'on n'a pas de politique maritime, on ne fait pas grand-chose. La chance de la France, c'est l'outre-mer et ce domaine maritime. Et la chance de l'Europe, c'est d'avoir la France et son outre-mer. Alors, c'est vrai que 11 millions de kilomètres carrés de mer, plus nous avons une énorme façade maritime en France. Et le Premier ministre, alors je vais vous citer dans votre livre, vous dites, malgré tout cela, nous sommes vissés à la terre comme la bernique au rocher. Le Premier ministre lui-même déplorait hier que la France ne soit pas une grande puissance maritime. Quelle est la situation de nos ports? On est tout petits. Les situations de notre port, elle est assez alarmante. Nos ports sont de remarquables infrastructures. Je viens du Havre. Le Havre, c'est une formidable infrastructure. Deuxième port, c'est Marseille. Le problème, c'est que nos ports sont des cul-de-sac. Les conteneurs, notamment, ne viennent pas au Havre parce qu'après, c'est trop coûteux, c'est trop long à les acheminer vers Paris. Je vais vous donner 2 chiffres qui procèdent de mes étudiants. On les a testés. Édouard Philippe les connaît. Tout passe par conteneur aujourd'hui, hormis le pétrole, le gaz. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui partent de France arrivent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Attendez, j'ai pire. Prenez la région PACA. 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Ah non, mais si. Ça veut dire que sur le marché de la canebière, les bananes qu'on y vend, elles viennent non pas du port de Marseille, pas pour la banane, mais elles viennent du port de Rotterdam. Total, Anvers, Hambourg ou Rotterdam, 1 conteneur sur 2 proviennent de ces 3 ports. Alors, vous imaginez l'impact environnemental, ça c'est pour Nicolas Hulot. Vous mesurez l'accidentologie qu'on n'a jamais calculée sur le réseau routier. Mais pire, ça veut dire que la France n'est pas dans une situation de compétitivité structurelle. Parce que quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'acheter pour produire? Quelle est l'entreprise qui n'a absolument pas besoin de vendre? Vous avez un surcoût à l'import, un surcoût à l'export. Et mes étudiants m'ont montré, on l'a montré, la région française, la mieux reliée à la maritimité, s'appelle l'Alsace-Lorraine. Plus vous vous décalez de l'Alsace-Lorraine... Pourquoi? Parce qu'on est près de Rotterdam? Et parce que vous êtes près d'Anvers, Hambourg et Rotterdam. Donc vous êtes beaucoup plus proche. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le transport maritime, c'est le transport terrestre. Le coût de transport d'un frigidaire entre la ville d'Anvers, le port d'Anvers, qui est le premier port français en fait, et la ville de Rennes, je suis honnête. Anvers en Belgique. Anvers en Belgique, oui. Et la ville de Rennes, c'est pas encore trop au sud. C'est 3 fois plus cher que le coût de transport de ce même frigo entre Shanghai et Anvers. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif?
Pourquoi la France, elle connaît un chômage de masse? Parce que nous ne sommes pas compétitifs. Cette semaine encore, j'ai entendu des chiffres assez alarmants de la balance commerciale française. Mais c'est parce que pour produire, il faut qu'on importe, qu'on exporte, et ça vient de loin, parce que nous ne sommes pas en mesure d'être compétitifs par rapport aux pays du Nord-Est. Alors je vous rassure, plus on descend du côté du Sud, plus il y a d'autres pays qui ne sont pas non plus très compétitifs. Mais si l'on veut créer une politique de croissance, d'emploi, de lutte contre le chômage, c'est une politique maritime. Et une politique maritime, c'est quoi? C'est pas uniquement développer le littoral, les 60 km du littoral, c'est une politique d'aménagement du territoire, ou pour parler cash, c'est une politique de désenclavement du territoire. Imaginez qu'il y avait plus de voies navigables à l'époque de Vauban, de Louis XIV qu'aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça marche? Il faut le dire clairement, une entreprise qui est au sud de la Loire est moins compétitive, parce qu'elle ne peut pas l'être, qu'une entreprise au nord de la Loire, à cause de ce problème des ports. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, que le port du Havre, il faut ensuite qu'il y ait des lignes de chemin de fer de fret qui puissent acheminer tous ces containers qui arrivent au Havre et irriguer. Mais bien sûr. Jusqu'à Lyon, c'est ça? Partout, tant que vous n'aurez pas une ligne TGV, par exemple, Paris-Normandie, Paris-Le Havre, qui permettra de dégager les lignes ferroviaires existantes au profit du fret, tant que vous ne prolongerez pas les corridors de fret entre Lyon et Marseille, ça ne pourra pas fonctionner. Et Christian Buchet, alors dans votre livre, développons l'axe 7, développons le canal Seine-Nord. Vous avez une théorie amusante, vous dites si Rouen avait été la capitale de la France, nous serions bien plus riches. Pourquoi est-ce que la France, avec tout ce potentiel maritime, a toujours tourné le dos à la mer? Vous avez une explication historique là-dessus? Ça vient d'où? Alors oui, j'ai travaillé ça pendant 15 ans, donc ça va être difficile dans la minute qui reste. Je suis parti de la phrase terrible d'Éric Tabarly. La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Ça veut dire que c'est les cafés de bord de mer, quoi. Absolument. Il y a beaucoup de raisons. La France n'est pas à l'origine, un pays maritime dans l'ouvrage, la grande histoire de la mer. On comprend pourquoi. Chez nous, c'est terrible. La mer est une barrière, alors que le génie anglais, entre guillemets, c'est d'avoir compris que la mer est la plus formidable zone de libre-échange au monde. Si nous nous tournons vers la mer, mais c'est la croissance, l'emploi, le Grenelle de la mer, d'ailleurs, l'avait bien montré. Donc il faut que la France prenne le là. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On considère toujours que la mer est un mur. Ça dessine les contours du pays. Ça permet d'avoir un supplément avec la chambre avec vue. C'est pour l'été. On ne mesure pas le potentiel du économique tourisme pour de la nous, mer. Voilà. Bon. Mais alors, on sait qu'aussi en matière de pêche, nous sommes très en retard par rapport à des... Non. On est bon déjà dans le maritime. Dans le maritime, c'est 304 000 emplois directs, sans le tourisme. Ouais. Bon, la pêche, parce que j'allais vous citer le contre-exemple des chantiers navals de Saint-Nazaire. Pardon, mais c'est à Saint-Nazaire qu'on fabrique les plus gros paquebots du monde. Et vous savez, pas un échec total, quand le bâtiment va tout va, quand la construction navale, ça va encore mieux. Si vous prenez un bateau comme le Queen Elizabeth, qu'on a fabriqué au chantier de l'Atlantique, si vous voulez changer la moquette, c'est 25 000 m² de moquette. Si vous êtes dans la menuiserie, c'est 4 500 marches d'escalier, 2 000 salles de bain, l'équivalent d'une ville de 300 000 habitants. Se tourner vers le maritime, c'est se tourner vers la croissance et la réussite. Le problème, c'est que nous sommes le seul grand pays au monde à ne pas avoir de politique maritime. Il y a un pays qui était encore plus coincé que nous dans l'histoire, c'est la Chine, qui a même été jusqu'à interdire la navigation en mer en 1434, sauf qu'aujourd'hui, la Chine est le pays qui se tourne le plus vers le maritime. Il y avait un vieux bouquin qui était remarquable, qui m'avait bercé dans ma jeunesse, c'était de Perfit, « Quand la Chine s'éveillera ». Tout est remarquable, prophétique et se réalise et déjà réalisé, sauf que ce n'est pas le bon titre, c'est que la Chine se jette à la mer. Et j'ai découvert récemment que créer une entreprise... C'est parce qu'elle s'est tournée vers la mer de Chine, vers la mer, que la Chine s'est éveillée. Absolument. Et pour la première fois depuis 500 ans, la Chine, maintenant, sort de la mer de Chine et est à Djibouti. OK, la mer est stratégique. Un mot quand même sur son avenir. Demain, nous serons 10 milliards d'habitants. On sait que toutes les populations se déplacent sur la côte. 75%, oui. Voilà. Est-ce que la mer ne souffre pas de mourir parce qu'on la considère comme une gigantesque poubelle? Si, vous avez absolument raison, il faut vraiment faire attention. Nous n'aurons pas, comme le dit Jacques Perrin très bien, d'océan de rechange. Donc soyons très vigilants. Il y a les déchets. Mais j'aimerais attirer votre attention sur 2 sujets qui sont importants. Les mers nous rendent un service formidable. C'est d'absorber entre 30 et 40% de nos émissions de CO2, probablement 37%. Sans ça, on aurait beaucoup plus de problèmes de maladies, de défense immunitaire, etc. Mais depuis le temps que les mers absorbent nos émissions de CO2, les mers s'acidifient. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant le continent de plastique. Bon, ce n'est pas un continent de plastique, il y en a au minimum 5. C'est l'acidification des océans qui émane des émissions de CO2. Et puis il y a un deuxième défi qui est très lié à la mer, c'est le défi du sable. Il faudrait qu'on en parle. Le roi du pétrole demain sera le roi du sable. Oui, il faut trouver d'urgence des produits de substitution au sable. Pour toutes les constructions, on utilise le sable de bord de mer et qui du coup, il n'y en a plus. Et du coup, ça. Et le sable du désert ne peut pas fonctionner parce qu'il ne s'agrège pas. Voilà, et je rappelle votre très beau livre qui raconte toute l'histoire de la mer et ô combien c'est stratégique. La grande histoire vue de la mer, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup, Christian Buchet. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Le Premier ministre Édouard Philippe interdit l'usage de l'écriture inclusive dans les textes officiels. De quoi parle-t-on exactement? Faut-il féminiser la langue française qui fait la part belle au masculin? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Écriture inclusive, le Premier ministre s'en mêle ».